neuf et le budget. Alors, pour les activités, vous vous rappelez, on a pu les déterminer en utilisant le cadre logique. Mais pour arriver au cadre logique, on est passé par l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Alors, dans la leçon, on avait pris comme exemple pour l'analyse SWOT, on avait pris l'école doctorale. Logique, on avait pris le projet incubateur. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre comme exemple pour le cadre logique l'école doctorale. Au moins un des objectifs, ça sera le premier objectif. Nous allons montrer le lien entre ce cadre logique et ce que nous avions fait pour l'analyse SWOT pour l'école doctorale. On va voir les activités qui vont émerger de ces analyses. Et puis maintenant, l'objectif, ça sera de montrer quelles sont les méthodologies qu'il faut utiliser pour mettre en œuvre ces activités. Il faut qu'on choisisse les méthodologies les plus efficaces et les méthodologies qui tiennent compte des hypothèses. Si vous prenez une méthodologie qui doit faire intervenir des aspects où vous êtes faible, évidemment, ça ne peut pas marcher. Des aspects où il y a des menaces, ça ne peut pas marcher. Donc, ces méthodologies devront plus bâtir sur les opportunités et les forces. Voilà donc la stratégie d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer par l'exemple de l'école doctorale pour le cadre logique de l'école doctorale pour un objectif. Vous vous rappelez, il y a au moins... Le premier, c'était contribuer à la relève académique des universités du Burundi. Deuxième objectif, c'était former des ressources humaines du niveau doctoral pour les autres institutions d'enseignement supérieur du Burundi. Pour Enfin, je retrouve l'écran. Ça va. Je vous entends pas, monsieur le directeur. Oui.
que vous pouvez nous entendre? Oui, ça va. Bravo, Maintenant, c'est bon. Mais il faut couper votre micro vraiment. Sinon, ça ne va pas marcher quand tout le monde va parler ensemble. Peut-être je vais reprendre là parce que apparemment le micro était désactivé. Ok. Et donc, comme je disais, peut-être je vais reprendre rapidement. La leçon d'aujourd'hui, c'est sur les activités, la méthodologie de mise en œuvre et le budget. Alors, dans les leçons précédentes, on avait fait l'analyse SWOT, l'analyse des forces, des faiblesses, opportunités et menaces. Et on avait pris pour cette analyse l'exemple de l'école doctorale. Ensuite, on avait travaillé sur le cadre logique et là, on a pris l'exemple de l'incubateur de l'école doctorale. Alors, maintenant, nous allons prendre l'exemple du cadre logique avec le premier objectif de l'école doctorale. Donc, nous aurons une situation où l'analyse des sortes qu'on avait fait porte sur l'école doctorale, le cadre logique aussi porte sur l'école doctorale. Nous allons voir les activités qui vont émerger de façon tout à fait naturelle. Monsieur le directeur, vous pouvez partager votre fichier PowerPoint? Ce n'est pas partagé? Non, la présentation n'est pas partagée. Ok, je vais alors sortir. Mais dis donc, je quitte d'abord. Je reviens. Alors, viens voir. Donc, je vais reprendre ici, partager. Vous voyez l'écran? Oui, oui. Oui, on voit l'écran. Je m'excuse, aujourd'hui on a des problèmes là. Donc voilà, et comme je disais, aujourd'hui c'est les activités, la méthodologie de mise en œuvre et le budget. Alors, pour faire cela, nous avons déjà fait l'analyse SWOT et on avait pris l'exemple de l'école doctorale. Ensuite, on a fait le cadre logique, mais cette fois-ci, on a pris l'exemple de l'incubateur. Aujourd'hui, on prend aussi l'exemple de l'école doctorale pour le premier objectif. Nous allons voir les activités qui vont émerger de cette analyse, parce que vous allez voir que le cadre logique doit aussi prendre en compte l'analyse SWOT qu'on avait faite dans le cadre des hypothèses. Et puis après, donc, on aura les activités à mettre en œuvre et on va voir quelles sont les méthodologies les mieux appropriées pour arriver à des résultats de façon efficace. Alors, donc, je prends le cadre logique de l'école doctorale pour l'objectif 1, contribuer à la relève académique des enseignants de l'Université du Burundi. Il y a d'autres objectifs généraux, on ne va pas les considérer ici, on considère seulement ce cas. Et l'indicateur, c'est le nombre de doctorants qui sont formés par domaine, parce que nous voulons faire la relève académique dans tous les domaines qui intéressent l'université. Donc, il faut former dans tous les domaines. Alors, source de vérification, c'est les diplômes que les étudiants auront obtenus. Maintenant, par rapport aux hypothèses,
nous devons retourner dans l'analyse SWOT, voir les forces et les faiblesses. Si on choisit une méthodologie de mise en œuvre d'une activité en utilisant des éléments où nous sommes faibles ou des éléments de menace, ça ne peut pas marcher. Il faut donc essayer de minimiser cela et de prendre plutôt les éléments où il y a des opportunités. Et donc, voilà, ça c'est l'objectif, le cadre logique tel qu'il est construit, l'objectif général. Ensuite, il y a les objectifs spécifiques qui sont listés ici. Ici, nous en avons retenu 4 pour cet objectif-là. Premier, si on veut former la relève, il faut d'abord avoir un inventaire des profils pour lesquels il faut former ces gens. Alors, l'objectif, l'indicateur, c'est la disponibilité d'un inventaire qui est un document qui a été validé par les autorités et vérifié qu'il existe. Ici, alors, quand on fait les hypothèses ici, on peut retourner aussi dans l'analyse SWOT pour actualiser certaines choses qu'on n'avait pas prises en compte parce que peut-être ce n'était pas évident qu'il fallait les prendre en considération. Ici, il y a une hypothèse par rapport à l'élaboration de cet inventaire. Il faut que l'université prenne les dispositions nécessaires pour produire cet inventaire. Parce que sinon, l'inventaire ne sera pas disponible et on va former au hasard. On ne sait pas pourquoi on forme quelqu'un en physique nucléaire, pourquoi on forme quelqu'un sur l'intelligence artificielle, parce que peut-être ça ne correspond pas aux besoins actuels dans le domaine de la relève ou dans les formations qui sont, les besoins qui sont identifiés à l'avenir. Donc, cette analyse peut aussi nous aider à retourner et essayer de mettre à jour, d'améliorer l'analyse SWOT qu'on avait fait. L'autre objectif spécifique, vous savez, il faut conformer les doctorants dans les domaines de leur thèse, de leur projet de thèse. Ça, c'est un objectif. Ensuite, il y a la recherche. Il faut renforcer les capacités des doctorants. Et puis, enfin, il faut renforcer les capacités des copromoteurs de thèses pour qu'ils puissent avoir la capacité nécessaire pour co-diriger des thèses. Alors, on a listé les indicateurs ici. Je crois que pour le moment, ce n'est pas ça le plus important. Premier indicateur, l'inventaire a été élaboré et validé. Deuxième, pour la formation des doctorants, on a le nombre de crédits qu'ils ont validés. Pour la recherche, on a les certificats de réussite qu'ils ont eu pour les ateliers de renforcement des capacités. Et puis pour les enseignants, il y a le nombre de copromoteurs qu'on a formés. Les sources de vérification sont aussi là. C'est une copie de l'inventaire qui existe, les certificats de réussite, les certificats de réussite aussi. Et pour les enseignants, normalement, il faut qu'ils aient des certificats qu'on appelle certificats d'habilitation à diriger la recherche. Parce que dans certaines universités, nous avons maintenant la quotidienne, par exemple avec la France. Pour qu'un enseignant soit éligible pour diriger une thèse de doctorat en France, il faut qu'il ait ce qu'on appelle l'habilitation à diriger la recherche. Donc, dans la quotidienne, nos collègues ici supervisent des enseignants, des étudiants qui sont inscrits ici, mais aussi inscrits en France. Mais il n'est pas éligible pour diriger une thèse dans une université française s'il n'a pas ce certificat. Donc, vous voyez que c'est vraiment un objectif spécifique et très important parce que si nous sommes impliqués dans les quotidiens, les gens d'ici ne peuvent pas diriger s'ils n'ont pas ces certificats d'habilitation. Donc, voilà, on a vu l'objectif principal, les objectifs spécifiques. Les hypothèses sont là, et comme je disais, c'est surtout les opportunités et les menaces qui émergent dans l'analyse SWOT. Mais il faut peut-être un peu compléter, parce que pour le premier objectif spécifique, l'inventaire, ça dépend de l'université. Il faut que l'université mette en place les moyens et la volonté de produire ce document. Sinon, on ne pourra pas savoir dans quel domaine il faut former pour assurer la relève. Ça, c'est les objectifs spécifiques. On sait dans le cadre logique, après les objectifs spécifiques, il faut passer aux résultats. Et vous vous rappelez, on avait montré les logiques verticales
les logiques horizontales, et ça s'applique aussi ici, mais on ne va pas revenir dans ces présentations qu'on avait faites, ce n'est pas l'objectif ici, mais les résultats, on aura, par rapport à chaque objectif spécifique, il y a un résultat, au moins. Alors, pour le premier objectif, l'inventaire sur le profil est disponible. Et on peut maintenant voir quels sont les domaines pour lesquels il faut former, dans lesquels il faut former des gens pour assurer la relève. Alors, pour le deuxième objectif, où il fallait former les étudiants dans les domaines de leur projet de thèse, l'objectif, chaque étudiant, chaque doctorat a validé les 180 crédits minimaux qui sont exigés pour la formation doctorale. Ensuite, pour la recherche, chaque doctorat a publié au moins les 2 articles qui sont exigés dans des revues indexées. Et puis, pour la formation des doctorants, et puis, et voilà, l'autre résultat ici, ça avance. OK, c'est un résultat qui est lié ou transversal aux 2 autres. Au moins 80% des doctorants ont obtenu des diplômes de doctorat. Et il y a aussi les indicateurs qui sont là, et il y a les sources de vérification. Pour l'inventaire, comme je disais, une copie de l'inventaire validée est disponible. Pour les crédits, les certificats sont là, qui montrent que l'étudiant a validé le nombre de crédits requis. Il y a des copies de publications qui sont là pour montrer qu'il a publié les 2 articles qui sont requis. Et puis à la fin, il y a le diplôme qu'il a obtenu qui montre que les 80% ont au moins obtenu leur diplôme de doctorat. Maintenant, voilà la partie qui nous concerne aujourd'hui, les activités. Pour arriver à ces résultats, en utilisant les indicateurs qui sont ici, il y a un certain nombre d'activités qui doivent être mises en œuvre. Ces activités sont déterminées par les résultats auxquels on doit arriver et les indicateurs qu'on doit utiliser pour mesurer l'état de réalisation de ces résultats. Donc, nous avons ici au moins 4 activités majeures qu'il faut mettre en œuvre, correspondant aux objectifs spécifiques, mais surtout aux résultats par objectif spécifique. Premier résultat, ici on a maintenant l'activité sur l'inventaire. Ça, c'est tout simplement mettre en place une équipe qui va faire préparer cet inventaire et puis faire des ateliers de validation. Ça, je ne l'ai pas mis. On prend maintenant les autres activités, la formation des étudiants. On sait qu'il faut que chaque étudiant, pour les enseignements, il faut qu'il valide au moins 20 crédits. Alors, indicateur, c'est le nombre de crédits qui sont validés. Alors, j'en profite pour dire qu'on avait fait un exercice sur la détermination des crédits en utilisant notamment des canevas qui sont utilisés par l'Université de Liège. Nous avons vu, à travers les réponses reçues, nous voyons quelles sont les limites. Nous allons encore vous consulter pour maintenant préparer un canevas spécifique pour l'école doctorale. Parce que, par exemple, à Liège, on dit 2 semaines de mobilité équivalent à autant de crédits. Mais chaque fois, ça doit être lié à des résultats. En Europe, cette mobilité se fait dans le cadre de ce qu'on appelle le programme Erasmus. C'est-à-dire l'étudiant doit aller quelque part, suivre des cours, valider des crédits ou valider quelque chose. C'est différent, par exemple, pour nous, où l'étudiant va en mobilité en France, en Belgique, et on n'exige pas en retour qu'il ait validé là-bas tel nombre de crédits. Et tel. Donc, l'utilisation de ce type de crédits, de ce type d'éléments pour le calcul de crédit ce n'est pas pertinent ici, mais ça c'est autre chose, nous le ferons plus tard. Donc ici, les activités de formation, il faut au moins 20 crédits. Travaux de recherche, nous devons accompagner l'étudiant à travers plusieurs activités, hein, des activités de formation comme ce que vous avez eu avec les professeurs de Makerere, des formations en ligne, de ceci, cela, mais il faut arriver à 40 crédits. Alors, il y a aussi la préparation et la soutenance des thèses, c'est une série d'activités, et puis il y a les ateliers de formation des promoteurs pour qu'ils soient capables d'encadrer efficacement les thèses. Donc, ça, ce sont les activités. Maintenant, quelles sont les méthodologies les mieux appropriées pour réaliser efficacement ces activités? D'abord, on a chaque fois les indicateurs aussi,
le nombre de crédits validés, la version finale de la thèse, le nombre de copromoteurs formés. Alors, les sources de vérification, il y a le rapport de l'école doctorale sur la validation des crédits. Chaque doctorant aura à la fin un rapport où nous allons dire il a validé, voilà les cours qu'il a suivis, voilà le nombre de crédits par cours. Et tout. Ça va être fait. Les hypothèses, alors on retourne encore une fois à l'analyse, les opportunités, on regarde les menaces. Mais il faut surtout bâtir sur les opportunités. Et on a vu que parmi les opportunités, c'est la possibilité d'utiliser les technologies pour l'enseignement, pour l'apprentissage et pour la recherche. On a vu que c'est les possibilités de partenariats régionaux, internationaux, pour les mobilités des étudiants, les mobilités des enseignants, ainsi de suite. C'est ça, ce sont ces hypothèses relatives aux opportunités qui vont nous aider à identifier les méthodologies les mieux appropriées pour mettre en œuvre ces trois activités: formation pour un minimum de 20 crédits, travaux de recherche pour un minimum de 40 crédits et préparation de la thèse. L'autre activité, formation des copromoteurs pour qu'ils soient efficaces dans l'encadrement des thèses. Ici, il y a, nous devons prendre, au contraire, nous devons prendre en compte la menace qui existe. Plusieurs enseignants n'ont pas publié dans des revues internationales, alors qu'on exige que les étudiants fassent des publications. Plusieurs enseignants ne disposent pas d'expérience. Donc, il y aura des résistances. Quand on veut former ces gens, il y aura des résistances. Et peut-être ce qu'il faut ajouter, plusieurs enseignants ne sont pas disposés à suivre des formations en ligne. Donc, ça va déterminer aussi la nature des méthodologies qu'il faut utiliser pour cette activité spécifique. Voilà, nous allons maintenant aux méthodologies qu'il faut mettre en œuvre. Alors, il faut chaque fois aussi prendre en compte, il y a un contexte général. Il y a un contexte général, et nous sommes dans ce qu'on appelle la société de l'économie du savoir. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation accrue des technologies. Si vous faites un projet qui ne bâtit pas sur les technologies, vous êtes marginalisé. C'est la société d'aujourd'hui, c'est surtout les technologies, leur utilisation et dans l'enseignement et dans les autres domaines de développement. Alors, cela est encore maintenant aujourd'hui renforcé par Covid. Vous savez que dans plusieurs pays, les universités sont fermées, les centres de recherche sont fermés, et si vous voulez collaborer, vous voulez faire des activités, ça va être en ligne. Donc voilà, ça c'est le contexte général. L'autre contexte, c'est la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors, il y a des financements, des partenaires qui sont disponibles. Il faut qu'on puisse prendre ça dans la détermination des méthodologies qu'on va mettre en œuvre. Il y a une autre exigence, chaque fois que vous voulez mettre en œuvre un projet de recherche, on exige que vous fassiez d'abord une évaluation des besoins pour montrer que ce que vous proposez répond à des besoins précis, soit besoin d'un pays, besoin d'une institution, besoin d'une société, d'une communauté, mais on doit montrer qu'il y a des besoins et on les a évalués avant de proposer le projet. Maintenant, il y a maintenant un contexte spécifique. Alors, nous avons donné ici l'exemple de l'école doctorale au niveau de l'analyse SWOT, ce qui nous a donné les opportunités, les forces qu'on utilise maintenant comme hypothèse dans notre cadre logique. Possibilité d'utiliser des TIC pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche. Possibilité de partenariats régionaux, internationaux, de recherche avec les mobilités et autres. Les enseignants qui n'ont pas publié, ça c'est dans les hypothèses. Les enseignants qui n'ont pas l'expérience. Donc, voilà, on doit tenir compte de ça. Parce que si vous voulez faire une activité en bâtissant sur un domaine de faiblesse, ça ne va pas marcher. Alors, maintenant, on reprend les activités qui étaient là. Je crois que ça, on les a vues. Voilà les activités. Et quelles sont les méthodologies dans le cadre de l'école doctorale? Nous avons vu que il faut enseigner. Mais avec la disponibilité des technologies, avec les partenariats, nous avons choisi comme méthodologie de faire des enseignements en ligne. Vous vous rappelez le rapport que nous avons sorti pour 2017-2020. Pratiquement aucun enseignant d'ici n'a dispensé un cours. Mais pourtant,
pratiquement tous les étudiants ont déjà validé tous les crédits qu'il faut à travers des cours en ligne ou des cours qu'ils ont suivis en mobilité. L'autre élément de la méthodologie, vous savez, pour une thèse, vous devez donner des rapports à votre superviseur, il corrige et tout. Mais ici, nous avons trouvé que, et ça peut-être qu'on n'a pas exprimé facilement, au lieu de donner un rapport à un promoteur qui va peut-être le garder pendant 3 mois, 6 mois, et puis il vous remet ça peut-être après beaucoup de temps, on a dit, vous présentez votre rapport. C'est ce qu'on fait par exemple pour les rapports du comité d'accompagnement. Vous présentez votre rapport en ligne et tout le monde va se prononcer. Et alors, après, en ligne, comme on fait maintenant, avec notamment Zoom, vous présentez votre rapport, il y a les copromoteurs et les membres du comité d'encadrement qui vont suivre, mais nous pouvons même aller au-delà. Nous pouvons même inviter des collègues qui sont au Ghana, des collègues qui sont au Japon, pour suivre votre présentation, s'ils sont dans le domaine, et donner leurs commentaires, leurs inputs. Alors, ce que nous sommes en train de faire, vous savez que le PowerPoint va être disponible, mais aussi on enregistre tout ça. Il y a une vidéo qui va être disponible. Alors, au lieu d'attendre que 3 mois après, votre promoteur vous donne un rapport manuscrit avec quelques annotations, vous avez ici, si nous voulons même 1 heure après cette présentation, nous pouvons sortir la vidéo avec tout ce qu'on a présenté, avec les commentaires des uns des autres, des questions, et ça devient un document de travail pour le doctorat pour continuer sa recherche. Alors, nous savons aussi que la bibliothèque n'a pas tous les ouvrages qu'il faut. Nous allons privilégier l'accès à la bibliothèque virtuelle. Donc, au lieu de dire, étudiant, tu vas aller t'asseoir ou bien il y a tel livre qui est dans tel centre de recherche. Non, nous ouvrons dans des bibliothèques virtuelles et il a des milliers d'ouvrages, il peut choisir ce qu'il lui faut. Ensuite, il y a des travaux qui demandent une collecte des données. Et moi, j'ai vu des promoteurs qui ont dit aux étudiants, tu dois faire 3 jours à Ruyigi, tu fais 1 semaine à Chibitoki, tu fais, je ne sais pas, à Makamba. Presque toute une année, tu es en train de tourner. Mais nous disons, non, avec la disponibilité des technologies, avec l'expertise que nous avons, vous allez préparer un questionnaire de collecte de données en ligne. Tout ce qu'il faut, c'est tester ce questionnaire. Une fois le questionnaire est fini, on va le mettre en ligne, on invite des gens à participer. Et le jour où on dit on ferme à telle heure, on a l'ensemble à ce moment-là, on ferme, on a tout de suite les diagrammes, on a les statistiques, on a tout ce qu'il faut. Et donc, c'est plus efficace qu'aller faire le tour dans toutes les provinces, toutes les communes du pays pour aller chercher les données. Maintenant, pour le budget, rapidement, alors souvent, le format et les barèmes du budget sont imposés par le donateur. Il vous dit, s'il y a par exemple une mission sur le terrain, voilà ce que vous devez appliquer comme barème, voilà, il faut des frais administratifs, on vous donne autant, il faut ceci. Souvent, c'est dans les exigences du bailleur. Et généralement, il y a un plafond. Pour tel type de projet, vous ne pouvez pas dépasser tel montant, il faut tenir ça en compte. Et puis, chaque projet, chaque rubrique de dépenses que vous prévoyez, il faut mettre un budget. On donne l'exemple ici d'un atelier de formation. Il faut donner tout ce qui intervient pour vous préparer et organiser cette... Donc, il y a d'abord la préparation de l'atelier, il y a l'organisation de l'atelier, il y a le rapport et puis le suivi. Il faut budgétiser tout ça. Parce que si vous ne le faites pas, et puis après vous dites, ah, on doit faire ceci, ce n'est plus possible, sauf si on fait encore une révision budgétaire et ça prend du temps sur le temps qui est prévu pour la mise en œuvre. Donc, l'exemple de l'atelier, il y a la préparation des documents, vous devez mettre un budget à ça.
Voilà, moi j'ai fini. Et je m'excuse pour la qualité de la connexion. Mais maintenant, on ouvre maintenant pour les questions, les commentaires et les contributions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Lambert, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Personne n'a pas encore levé la main. Je vais... Voilà. Nous avons presque 30 minutes. Donc, commentaires, questions, que ce soit sur la leçon d'aujourd'hui ou les leçons d'hier, notamment l'analyse SWOT, le cadre logique, ou d'autres questions, parce qu'on arrive, on va tout doucement vers la fin de ce cours. Demain, on va faire le plan de mise en œuvre et le plan de suivi-évaluation et on aura fini pour les présentations. Donc, vous avez la parole. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Sauf celui qui demande la parole. Je ne sais pas si Biamongo voudrait prendre la parole. Ah non, je n'ai pas de questions. J'ai vu le doigt levé, je croyais que... Oui, monsieur Wenceslas, tu peux activer ton micro et poser ta... Merci. Ce n'est pas à proprement parler une question sur toute la présentation, mais c'est tout simplement une question de curiosité à propos de ce que le professeur nous a dit pour pouvoir diriger une thèse en France, qu'il faut un certificat d'habilitation. Je veux savoir dans quelles conditions ils en obtiennent. Quels sont les critères ou les conditions pour pouvoir avoir ce certificat? Ce n'est pas vraiment, c'est pour une question de curiosité. Je vous remercie. Oui, pour avoir l'habilitation, d'abord, il faut remplir un certain nombre de conditions. Il faut avoir un doctorat et être à un certain niveau sur le plan d'avancement de grade. Et puis, ce sont des examens que vous passez. Vous devez rédiger un document de recherche et puis le présenter devant un comité, un jury. Et puis, vous êtes évalué. Si vous réussissez, on vous donne ce pas ça, vous n'êtes pas autorisé à diriger une recherche doctorale. Alors, même chose en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, dans l'espace CAMES, c'est plus ou moins équivalent à ce qu'on fait. Vous devez être du niveau professeur associé ou professeur ordinaire pour diriger une thèse. C'est ce qu'on fait aussi ici. Mais la différence, c'est que les conditions d'avancement des grades dans l'espace CAMES sont de loin plus dures que ce que nous on fait ici. Ce qui fait qu'avec les conditions pour avancer au niveau des professeurs associés ici, votre diplôme n'est pas reconnu, votre grade n'est pas reconnu comme équivalent à professeur associé au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Et donc, vous ne pouvez pas non plus diriger une thèse. Nous avons des étudiants aussi en quotidien inscrits ici. Ici, vous pouvez diriger ici parce que le décret l'autorise. Mais là-bas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et maintenant, je commence à avoir des communications qui me disent on ne peut pas, on ne va plus accepter que les enseignants du Burundi soient considérés là-bas comme des encadrés de thèses dans leurs universités. C'est un problème, c'est un problème. C'est-à-dire nous sommes maintenant confinés ici. Alors pour l'Afrique, l'EAC, je n'ai pas encore vérifié les conditions,
Mais voilà. Voilà. Oui. Oui, c'est cela, oui. Oui, est-ce qu'il y a quelques professeurs ici au Burundi qui ont ce certificat? Personne. Ah. Personne. Nous sommes en train de faire des formations. Nous avons un financement de l'AIF pour former des gens pour essayer d'obtenir ce certificat. Mais les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin et donc voilà. Alors ça nous limite, ça nous limite. Donc, nous avons des étudiants qui sont à Bordeaux, nous avons une dame qui a terminé, ce qu'on a terminé à Rennes et tout ça. C'est la copromotion. Mais normalement, les gens d'ici ne sont pas autorisés à co-diriger. Et c'est un problème. Donc, à ce moment, ce n'est plus une quotité parce que nous, on ne participe pas. Il faut qu'on puisse remonter notre niveau, qu'on puisse aussi acquérir ces certificats et qu'on puisse vraiment participer à ce processus d'encadrement de façon tout à fait à l'aise. Mais voilà, nous sommes limités, les gens ne veulent pas. D'autres questions, commentaires? Il y a M. le doyen de l'ISTA qui lève la main, il peut activer son micro. Bonjour, Monsieur le doyen. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai juste un commentaire à faire par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que c'est toute la formation. Mais moi, je reviens sur ce certificat à diriger des recherches en France, HDR. Je pense qu'il y en a ceux qui sont intéressés. Moi, par exemple, je suis intéressé pour suivre tout le processus jusqu'à l'obtention de ce certificat parce que je sais que ça compte beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a des étudiants qui viennent me demander d'être les co-directeurs et qui veulent s'inscrire dans les universités françaises. Et je sais que ça ne passe pas. Alors, franchement, c'est une demande à formuler. Si vous pouvez accélérer la cadence pour pouvoir mettre en œuvre ce projet afin de passer ce certificat, moi, vraiment, je suis partant. Je vous remercie, monsieur le directeur. Très bien. Tout simplement, on prend note qu'il y a des collègues qui sont intéressés parce que nous avons fait toute l'année en décembre, on a fait 3 jours de réunion à Gitega et puis c'était pour essayer de voir comment motiver les collègues, mais les gens ont refusé. Maintenant, nous avons encore quelques financements. Je prends note de ce que le doyen propose et nous allons voir concrètement comment on peut le faire. Merci. Okay. Lambert, il n'y a pas d'autres doigts? J'attends qu'on lève la main, apparemment personne. Oui, il y a Désiré. Monsieur Désiré, tu peux donner votre contribution. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Moi, ce n'est pas une question en rapport avec ce que nous venons de voir, mais c'est pour demander par rapport à la thèse d'État. Ici au Maroc, on fait ce qu'on appelle thèse d'État et je pense que c'est ça qui donne accès à l'habilitation. Ici, par exemple, pour diriger même un travail de master, tu dois être professeur habilité à diriger la recherche. Parce que après, quand on termine le doctorat, là, on peut te donner le grade d'enseignant assistant. Mais par après, quand on avance de grade, on devient professeur habilité et ça, je compare à professeur associé du Burundi. Mais ici, on doit passer à notre épreuve, donc on fait une autre présentation comme une thèse qu'on appelle, avant on appelait ça thèse d'État. Donc, je vais savoir si vous avez une idée par rapport à la thèse d'État et la thèse que nous faisons, donc une simple présentation de la thèse. Merci. Ok, non, vous savez, en France, il y avait, dans le temps, il y avait la thèse d'État, je crois jusqu'en 84.
ça a été supprimé en 84, mais en Afrique, ils ont continué. Le Sénégal a continué à organiser des doctorats d'État et tout. Alors, maintenant, quand le système BMD est venu, à partir de 1999, le processus de Bologne, l'objectif principal, c'était harmoniser d'abord les systèmes, harmoniser les programmes, harmoniser les mécanismes d'assurance qualité pour avoir une comparabilité des diplômes au niveau de l'Union européenne. Donc, le diplôme d'État n'existe plus. Il n'y a que 3 niveaux de formation dans le système BMD, c'est le baccalauréat, c'est le master et c'est le doctorat. Alors, au doctorat, on donne un seul diplôme qui est équivalent au PhD. Voilà. Maintenant, le diplôme, le certificat pour habilitation à diriger des thèses, c'est différent. C'est différent. Bien sûr, vous devez avoir au moins un doctorat. Et puis après, je crois qu'il faut être à un certain niveau d'avancement au niveau de la carrière. Et puis, il y a un certain nombre de documents de recherche que vous devez le faire et faire des présentations. Mais la thèse d'État n'existe plus. Parce que si vous faites ça, ça sera reconnu comme équivalent à un doctorat simple. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde mettent en œuvre le système BMD, donc la thèse. Mais en France, c'est depuis 1984 que ça a été supprimé. Je peux poser encore une autre question. Bien sûr, bien sûr. Je veux savoir maintenant la différence entre docteur et PhD, parce que je vois quelqu'un écrit, par exemple, on dit docteur Boutouré Joseph, entre parenthèses, PhD. Est-ce que ça, c'est... Les deux, on met docteur et à la fin, on met PhD. J'ai besoin d'une explication sur cela. Vous savez, une blague. Il y a un collègue ici qui avait mis son nom, donc, comme tu dis, docteur tel, et puis mes PhD. Il a fait un courrier, il donne un planton pour aller déposer au rectorat. Il était dans une faculté périphérique. Planton, il regarde, il dit, oui, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être l'abréviation de son deuxième prénom. Et il a dit, ça peut être peut-être Philippe Daniel. Et à partir de ce jour-là, ce monsieur, on l'appelle Philippe Daniel. Non, aujourd'hui, PhD et doctorat, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Oui. Pierre Mongo, tu peux intervenir. Merci, monsieur le professeur, pour la parole. Ma question va dans le sens des activités à réaliser. J'ai un projet, par exemple, nous sommes dans la période de Covid, avec l'Afrique telle que vous le connaissez, connexion, courant et tout le reste. Je voudrais organiser la formation continue des enseignants dans les cours de STEM. Maintenant, parmi les résultats attendus, il faut qu'ils sachent manipuler les histoires. Et pendant cette période de Covid, on a déjà élaboré le projet. Comment puis-je contourner cet obstacle de présentiel en virtuel, par exemple, dans la formation des STEM, quand on sera en train d'élaborer nos projets? Parce que ce sont des obstacles auxquels on est habité, directeur. Non, d'abord, je crois qu'il faut voir la réalité du pays. Est-ce que les institutions sont fermées? Est-ce que les gens ne peuvent pas aller faire... Parce qu'ici au Burundi, par exemple, les institutions sont ouvertes et on peut faire des formations en présentiel. Mais si vous présentez aujourd'hui un projet à un bailleur, et puis vous dites que non, pour vous, les aspects virtuels, ce n'est pas nécessaire, il ne va pas accepter. Parce que chez eux et partout aujourd'hui, on doit maintenant, en réponse à Covid, on doit utiliser cette modalité-là. Donc, vous pouvez avoir une modalité mixte, une partie en virtuel, une partie en ligne, essayer d'ajuster le projet de façon à tenir compte des exigences de Covid. Pas simplement ignorer ça et donner le projet à un bailleur français ou italien où tout est fermé, où ils doivent utiliser cette modalité et dire que non, pour vous, non. Il faut peut-être voir comment prendre en compte
la formation en présentiel si c'est possible, et puis des aspects aussi virtuels. D'ailleurs, je crois que les aspects virtuels aujourd'hui, ça permet d'atteindre d'abord beaucoup de monde, c'est beaucoup plus interactif. Au lieu de dire chaque fois on ramène les gens ensemble pour les former, vous pouvez donner une première formation de base et puis le reste c'est bon. On communique par des modalités comme ce qu'on est en train de faire. Les gens vont toujours dire non, l'Internet ne marche pas, ceci ne marche pas. Si c'est ça le problème, alors investissez dans ça. Au lieu de dire nous allons continuer à construire des écoles dans les villages là-bas, non. Investissez à ça et il y aura des résultats. Oui, directeur, je m'excuse, ça s'impose, mais prenons le cas du cours de chimie, par exemple. Chimie, oui, où les enseignants doivent manipuler les cannes à sucre, les transformer avec les histoires de chimie en alcool au laboratoire. Parce que le STEM va dans ce sens-là pour dire qu'il faut utiliser les connaissances locales pour arriver à produire les connaissances générales en partant de l'environnement de l'enfant. Maintenant, je me dis, si on doit prendre une canne à sucre et pouvoir les déchiqueter, amener au laboratoire pour produire l'alcool pour les salons de coiffure et autres choses, je suis en train de m'imaginer comment ça peut se passer en virtuel, ces laboratoires-là, directeur. Non, vous savez, il y a la situation de l'Afrique, il y a des pays où il n'y a pas de laboratoire, de toute façon. Même si on n'a pas de virtuel, il y a des situations où il y a des écoles qui n'ont pas de laboratoire. Et on donne les enseignements, comme vous dites, mais on donne seulement la théorie. Alors, il faut voir maintenant, peut-être c'est là l'innovation, comment on peut faire ça, mais en combinant, aujourd'hui par exemple, ça fait déjà des années, il y a ce qu'on appelle les laboratoires virtuels. Et ça aussi, l'accès est gratuit. Il y a plusieurs universités, moi j'ai utilisé ça. On a fait des formations, utilisé les laboratoires de MIT, de Harvard, où tu te connectes comme ça, sur un lien, ça t'amène dans un laboratoire, on te donne un guide pour faire une expérience d'électromagnétisme ou de chimie, comme vous dites. Et puis, on te dit, voilà, vous prenez ça, vous ajoutez à ceci, les couleurs vont changer comme ça. Sur le plan pédagogique, l'étudiant apprend. Maintenant, les autres aspects, je crois que, bon, il faut voir en pratique. Mais il y a des aspects qu'on peut faire en ligne, il y a d'autres qu'on ne peut pas. C'est à nous aussi, alors maintenant, d'imaginer. Mais il y a des pays où la formation s'est faite sans laboratoire. Sans laboratoire parce que, bon, ça n'existe pas et puis on ne fait rien pour chercher des alternatives. Merci, directeur. C'est Désiré Ouizeima, Anna, tu peux intervenir. Oui, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour la parole que vous venez de m'accorder. Ma question est en rapport avec les titres académiques qui sont détenus par nos professeurs ici à l'Université du Burundi et celles qui sont détenues par les professeurs de l'espace CAMES. Là où j'étais en mobilité au Bénin, à l'Université Abomey-Caravi, on ne parlait pas de professeurs associés ou de professeurs ordinaires, mais les titres qui étaient le plus évoqués, c'était maître de conférence, professeur agrégé, professeur titulaire. Alors quelle est la relation qu'on peut établir entre les titres détenus par les professeurs, nos professeurs ici, qui sont nos promoteurs, et les professeurs des universités de l'espace CAMES. Merci beaucoup. Non, comme je disais, la réforme BMD est venue harmoniser les systèmes, harmoniser les diplômes, harmoniser, donc donner des équivalences. Vous savez, dans le temps en France, il y avait ce qu'on appelle licence, c'est pour ça qu'eux ils disent LMD. Là-bas, la licence, c'était 3 ans. 4e année, ils appelaient maîtrise. C'est ce qui correspond à la licence belge. C'est pour ça que nous, ici, on n'a pas été en mesure d'appeler ça LMD. On a dit BMD, pour éviter cette confusion entre la licence française et la licence belge qui s'appliquait ici.
Il y avait le diplôme d'études approfondies, diplôme d'études spécialisées, diplôme de 3e cycle, diplôme d'ingénieur, diplôme de... Donc, tout ça, alors que le système anglophone, c'est seulement bachelor, master, doctorat. C'était difficile de comparer et d'organiser des reconnaissances de mobilité. Alors, cela s'est fait aussi au niveau des diplômes. Le diplôme le grade de maître de conférence, ça correspond ici, normalement, au diplôme de professeur associé. Mais comme je disais, les conditions d'accès à ces grades sont différentes. Ça devait être harmonisé aussi. On devait avoir des modalités, des critères comparables, compatibles. Le Burundi est membre du CAMES, mais nous avons refusé de faire ça. Nous avons opté pour un système de promotion nationale. C'est le cas aussi du Cameroun. Il y a d'autres pays, je crois, qui font ça. Mais normalement, le grade de maître de conférence, ça correspond à professeur associé. Le grade de professeur titulaire, ça correspond à professeur ordinaire. Mais encore une fois, il faut aller voir les conditions d'avancement. Normalement, généralement, ici, chez nous, c'est plus faible que là-bas. C'est pour ça que quand vous êtes dans l'espace CAMES, un professeur du Burkina Faso, il va enseigner au Sénégal. Tout de suite, on reconnaît son grade. Mais si un professeur d'ici veut aller enseigner en Côte d'Ivoire, au Burkina, on remet tout ça en cause. Alors, professeur agrégé, c'est celui qui a fait l'agrégation. L'agrégation, normalement, c'est pour vous donner les aptitudes pédagogiques pour enseigner. Et au niveau du CAMES, c'est l'agrégation en médecine, pharmacie, odontostomatologie et des choses comme ça. Et c'est aussi en droit, sciences économiques et les domaines connexes. Mais encore une fois ici, à part les médecins, et ça a commencé il n'y a pas longtemps, c'était en 89, à part les médecins, les autres ne font pas l'agrégation. Les gens qui ont fait le droit, l'économie, ils refusent d'aller là-bas. Ils refusent. Et donc voilà, il y a ces... Alors, maintenant, le maître de conférence dans le système CAMES, il est reconnu comme son grade est reconnu comme quelqu'un qui a l'habilitation à diriger de la recherche. Donc, eux, ils peuvent participer sans problème à l'encadrement des thèses en France. Nous, ce n'est pas reconnu. Et donc, voilà l'équivalence, c'est un peu ça. Maître de conférence égale professeur associé, professeur titulaire égale professeur ordinaire. Alors, professeur agrégé, c'est celui qui a fait une agrégation. Ce sont des certificats qu'on vous donne, aptitude pédagogique. Mais il y a encore ici, ça crée d'autres confusions. Il y a des gens qui ont fait ça, il vient ici, il dit, et on l'avance des grades. Mais l'agrégation des publications, c'est des formations et des concours pédagogiques. Aptitude à enseigner la médecine, aptitude à enseigner le droit, les sciences économiques, mais ici, maintenant, on les utilise pour avancer des grades. Et donc, ce sont des situations qui ne sont pas conformes à un professeur agrégé d'ici, aller au Sénégal, dire je suis agrégé, je vais enseigner. Non, il ne va pas enseigner, il ne va pas diriger des thèses. Donc nous devons faire attention, essayer de remonter. Dernièrement, on disait que le Burundi veut entrer dans l'espace de l'enseignement supérieur de l'Afrique orientale. Mais il faut que nos diplômes soient acceptés, que nos grades soient acceptés. Il faut qu'au niveau de l'université, ce qu'on enseigne, les méthodes, les critères de qualité soient acceptés comme équivalents aux critères de l'Afrique de l'Est, équivalents aux critères de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. C'est des efforts qu'on doit faire pour pouvoir participer. Aujourd'hui, par exemple, il y a des programmes d'échange d'enseignants au niveau de East African Community, et ils peuvent venir ici, mais je ne crois pas que nous, on peut aller enseigner là-bas. Tout simplement parce que, bon, il y a ce problème d'équivalence dans les grades, les conditions qui ont été utilisées pour faire avancer les gens. Mais là, l'objectif, c'était de vous montrer qu'il y a un certain nombre il y a des méthodologies qu'il faut utiliser qui sont plus efficaces pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Par exemple, les activités relatives à la recherche. Ici, on va vous dire, venez vous asseoir dans le laboratoire de mathématiques, vous allez faire ceci, cela. OK, c'est une modalité. Mais si on dit non, vous allez
nous avons une possibilité de mobilité. Vous allez passer quelques jours à Nairobi. Vous allez passer quelques mois à Abomey-Calavi. C'est plus efficace, à mon avis, que de rester ici, ou même d'ailleurs, l'enseignant va te dire, je n'ai pas le temps de te suivre et tout ça. Il y a des cours. On sait que nous sommes limités. Il y a des cours qu'on peut enseigner, d'autres qu'on ne peut pas. Alors, s'il y a un enseignant de l'Université de Californie qui est reconnu comme expert mondial dans tel domaine, mais nous, au lieu de dire non, nous avons nos enseignants ici, nous allons voir comment ouvrir pour que l'étudiant puisse bénéficier de cette expertise. Et là, ce n'est que par vidéoconférence, comme ce qu'on fait. Si la personne, on arrive à se connecter avec lui, et nous avons des cas, ceux qui ont suivi les derniers cours avec Okebokola, ils ont vu. On a pris des enseignants qui sont aux États-Unis, au Ghana, à UK et tout, et choisi parmi les meilleurs au monde. Je crois que comme méthodologie de mise en œuvre d'une activité, c'est plus efficace. Il y a des étudiants maintenant qui font partie des consortiums de recherche autour du professeur Okebokola, qui ont déjà publié des choses. Je crois que c'est plus efficace, les résultats sont là, au lieu de dire non, tu dois travailler uniquement avec moi. Aujourd'hui, je peux être le meilleur au monde dans mon domaine, mais il y a d'autres. Et en ouvrant le doctorat, il a la possibilité de parler avec d'autres, d'entrer dans leur réseau. Ça devient beaucoup plus riche. Et ça, c'est l'exemple de l'école doctorat. Mais l'exemple de vos projets, il faut aussi voir quelles sont les méthodologies les mieux appropriées, les plus efficaces pour arriver au résultat attendu. Au lieu de dire, je suis ici, tout doit se faire autour de moi, tout doit se faire je ne sais pas où. Je crois que c'est ça que l'analyse sorte et le cadre logique nous permet de voir à travers les hypothèses, à travers les opportunités, tout ça. Voilà. Encore Biamongo qui veut intervenir. Oui, oui. Merci encore une fois, professeur, pour la parole m'accorder. Je viens, parce que vous venez de dire, comme je suis en train de concevoir un projet dans le cadre de STEM, et comme le prof Okebokola en parle déjà, ils ont déjà instauré ça. Est-ce que vous me permettez, par exemple, que nous soyons plusieurs doctorants associés pour que ce soit une formation qui peut être régionale? Avec ce que vous venez de dire, ça peut plus avoir du poids que si on le faisait d'une manière séparée ou d'une manière isolée. Non, c'est encore mieux. Vous savez, les Belges ont dit l'union fait la force. Les anglophones, ils disent two heads are better than one. Même si un collègue qui aime beaucoup des blagues, il avait dit two heads are at least bigger than one. Donc, on peut mettre plusieurs choses. Non, il y a même des bailleurs qui exigent que vous travaillez dans le cadre d'un consortium, que vous puissiez vous associer avec d'autres institutions. Et c'est plus efficace. C'est plus efficace et on vous encourage à faire ça. Merci beaucoup, directeur. Oui, oui. OK. Wenceslas. Oui. Je reviens encore une fois sur le sujet du jour qu'on a déjà commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, c'était question de méthodologie, mais moi, je reviens encore une fois sur la conception d'un projet. Je veux savoir si vous savez que des fois, il est difficile d'être innovant ou de s'imaginer de nouveaux projets. Je veux savoir si on constate qu'il y a un projet pertinent qui avait été initié par des organisations internationales ou un bailleur quelconque, mais qui ont expiré avant d'avoir, dans une phase d'extension, par exemple, dans un pays, mais qui n'a pas atteint tous les coins du pays. Je veux savoir si on pense à organiser, par exemple, une activité dans le même cadre sans pour autant l'appeler de la même manière, si cela est permis comme un projet. Je peux donner un exemple, c'est dans le cadre, par exemple, IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, qui avait organisé des projets, une formation des enseignants
de l'école primaire d'alors, et qui a expiré avant d'avoir terminé la phase d'extension dans toutes les provinces. Maintenant, nous sommes dans la phase d'appropriation par le gouvernement, mais aucune activité n'a été organisée dans ce cadre. Je veux savoir si on pensait à un projet pour la formation continue des enseignants dans les provinces qui n'ont pas été touchées par ce projet, si ça serait une tricherie ou si c'est permis. Non, non, ce n'est pas une tricherie parce que le document que vous allez élaborer, c'est votre document, ce n'est pas, sauf si vous recopiez entièrement le document de quelqu'un. Et là, vous savez, aujourd'hui, quand vous faites un travail, première chose, on met dans le logiciel de plagiat pour voir si vous n'avez pas recopié. Moi-même, j'ai ça maintenant, j'ai ça ici, et c'est très facile à utiliser. Vous ouvrez, vous mettez le document, et puis le logiciel va chercher et va vous dire, vous avez recopié telle partie de tel document, et on vous donne les références, on vous donne la partie en rouge et tout ça. Non, je ne crois pas que ça soit une des besoins. Vous aviez fait ce projet, vous avez évalué, vous dites que bon, c'est efficace, mais maintenant, on n'a pas couvert un certain nombre de provinces, on voudrait le faire, vous dites pourquoi, et je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, peut-être qu'il faut retourner au même bailleur pour voir si ce bailleur est encore intéressé ou chercher d'autres bailleurs. Il y en a. D'élaboration des projets, peut-être que certains croient que c'est théorique. Je crois qu'une fois, on donnera la parole au doyen des listes, des statistiques, qui a développé des projets en partenariat avec des institutions qui sont à l'extérieur du pays et qui a bénéficié des financements. Donc, c'est possible, c'est possible. Il est ici, il y a un appel d'offres, il a répondu en montrant la pertinence, en faisant tout ce qu'on a fait et en impliquant des partenaires extérieurs, et il a obtenu le financement. Peut-être une fois à l'occasion, on va lui demander juste lorsque nous allons commencer à évaluer les propositions des projets, nous allons peut-être lui demander aussi de faire une petite présentation pour nous dire comment il a fait et pour qu'on puisse comprendre comment il a pu bénéficier de cela. Donc, c'est possible. Très bien. Lambert, s'il n'y a pas d'autres mains levées, je crois qu'on pourra arrêter ici. Demain, nous allons faire, travailler sur le plan de mise en œuvre des activités, parce qu'on a vu les activités, on a vu la méthodologie, maintenant il faut faire un plan de suivi, de mise en œuvre, pardon, et puis un plan de suivi et évaluation. Et on aura bouclé, après on va maintenant passer à la présentation des projets préparés par cette occasion aussi au doyen des LISTA de faire une présentation du projet des LISTA. Je vois Richard qui est là. Richard, vous voulez intervenir? Richard, tu peux activer ton micro, sinon on ne t'entend pas. D'accord. Merci. Maintenant, vous m'entendez bien? Très bien. Ah, d'accord. Enfin, je voudrais juste vous remercier pour votre présentation. Parce que je l'ai suivi en même temps que je suivais la remise et reprise au niveau de l'ISPO. Mais j'ai pu capter quand même qu'il y a quelque chose qu'on a avancé par rapport à nos projets. Dans votre présentation, vous nous avez dit comment est-ce qu'on va améliorer nos projets. Et juste pour vous demander une fois si on a des présentations qui doivent être faites en avance, c'est mieux pour Lambert pour qu'on puisse suivre des présentations dans un temps court. C'est juste cette situation. Sinon, j'ai vu que ça s'est bien passé. Merci à vous. Très bien, on prend note. Lambert, je crois qu'on prend note. On va suivre. C'est bien noté. Très bien, donc je crois que nous pouvons arrêter
la discussion ici. On continue demain avec le plan de mise en œuvre des activités et le plan de suivi. Et puis après, l'autre semaine, ça sera sur les présentations des participants. Voilà, je vous remercie beaucoup hein, et bonne journée. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.